Bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour. Famille, la situation sur le Mali va vous laisser perplexe. Ah oui, je sais de quoi je parle. Donc famille, sans plus tarder, sans trop bavarder, je vous laisse quand même les vidéos pour l'actualité de ce jour. Jetez un coup d'œil, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin pour mieux comprendre la situation actuelle, ce qui est en train de se passer dans le Sahel, plus précisément dans le pays de l'AES, précisément le Mali, et vous allez mieux comprendre l'action qui est en train d'être posée actuellement au Mali. Donc, merci, restez branchés, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. On se dit à la fin au moins pour se dire un petit au revoir car cela est important. Il faut que d'ici 20 ans, si les ancêtres nous prêtent vie, on voit avec nos yeux vus là, Yann Christian Bernard Vézilier derrière les barreaux au Mali. Le seul deal, la seule façon dont on peut accepter que Vézilier sorte de prison avant l'expiration de sa peine en 2046, c'est que soit il est mort, soit l'État français, en contrepartie de sa libération anticipée, nous a livré ses supplétifs mercenaires terroristes. Iyad al-Khali, Amadou Koufa, Abdoulaye Mamadou Bakay Diallo, Al-Harbas Al-Intala, Sedan Ag-Hita, Bilal Ag-Hasharif et Abderrahman Al-Batna Al-Jaziri. Je dis pas un, pas deux, tous les 7. Si ce n'est pas ça là, on ne veut pas entendre que l'individu là a bénéficié d'une grâce présidentielle ou bien qu'il y a eu un accord ou bien encore que pour des raisons humanitaires parce qu'il est tombé malade, on le laisse rentrer chez lui avant qu'il ait fait son temps. On ne veut pas entendre ça parce que Sadio Camara est mort. Des milliers de personnes sont mortes. Des millions de vies ont été détruites à cause des gens comme Vézilier, de ses collègues, de sa hiérarchie et de la déstabilisation occidentale du Sahel ordonnée et menée par l'État français. Donc si un jour, quelqu'un au Mali décide qu'il doit libérer Vézilier en dehors du cadre que je viens d'énoncer, on saura que cette personne n'est pas ou bien n'est plus dans le combat avec nous et qu'elle était derrière l'assassinat de Sadio Camara. Je vous prends tous à témoin. On avait vu ici 4 agents de la DGSE, des services secrets français, être arrêtés à Ouagadougou où ils ont été retenus pendant 1 an et puis il y a eu un arrangement et on les a laissés partir. Mais c'est parce que à chaque fois, vous laissez partir ces gens contre des deals qu'ils n'arrêtent jamais de venir nous déstabiliser. Ils s'assoient même sans gêne sur des plateaux télé en France pour dire que non, bon, maintenant que leur armée officielle a été chassée du Sahel, ce sont eux les barbouzes qui vont prendre le relais pour continuer la mission de façon inofficielle. C'est vrai que, en étant présents, nous pouvions mieux nous protéger des actions des groupes djihadistes. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Quand la France, quand les Occidentaux vont voir que leurs agents se font pincer et restent en tôle jusqu'à la fin de leur vie, ou sont même exécutés, comme c'est le cas dans certains pays d'Asie ou même aux USA, alors ce jour-là, ils vont commencer à bien réfléchir avant de venir mélanger nos pays. Et d'ailleurs, ils auront beaucoup plus de mal à trouver des agents prêts à venir faire leur basse besogne chez nous. Parce que sachant que dorénavant, ici là, si on m'attrape, c'est gâté. Peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne le savent pas. Mais les gens de ma génération se souviennent encore comment le délinquant Nicolas Sarkozy, alors président de la République française, avait débarqué à N'Djamena en 2007 en affirmant qu'il allait ramener les mafieux de l'Arche de Zoé, des trafiquants d'enfants déguisés en travailleurs humanitaires, arrêtés alors qu'ils étaient en train d'enlever 103 enfants tchadiens et condamnés à 8 ans de travaux forcés. Et Déby Père, en bon laquais de Paris comme son fils Kaka Mahama aujourd'hui, s'était dépêché de s'exécuter, d'abord en leur permettant de rentrer en France, soi-disant pour purger leur peine, et dans la foulée, en leur accordant une grâce présidentielle. Nous sommes nombreux à n'avoir jamais digéré l'indignité de cette affaire.
Le temps des petits arrangements par derrière est terminé. La France veut faire tomber le Mali pour faire échouer, pour tuer l'AES. Nous sommes donc tous concernés. Que Vézilier reste en prison jusqu'à l'expiration de sa peine ou jusqu'à ce que ses collègues mercenaires terreau nous soient livrés. C'est à ce moment-là que moi, là, je vais m'enjailler. C'était Nathalie Yamb. Bon week-end et peace out. Opération Dougou Koloko. Le Mali déclare ses propres forêts persona non grata. Par arrêt interministériel signé le 3 juin 2026, Assimi Goïta classe 39 forêts et parcs nationaux en zone militaire à l'accès interdit aux civils. Quiconque s'y aventurera sera traité comme une cible. L'objectif, vider ces refuges terroristes de toute présence humaine pour permettre frappes aériennes et ratissage au sol sans contrainte. Au Mali, les FAMA ne font plus de distinction entre la forêt et le champ de bataille. Les Arabes, ils ont commencé des siècles avant, depuis le 8e siècle. Ils utilisent leur religion comme anesthésiant pour vous endormir et ensuite pour vous enchaîner, vous dominer, vous assujettir. Et vous continuez de boire le poison? Ces gens-là peuvent nous parler de l'amour du prochain et de Dieu. Mettez-vous à genoux que j'ai fini de vous pardonner. Ouais. Quelle est la dernière résolution que les Nations Unies ont votée? Ouais. L'esclavage, crime contre l'humanité. C'est un pape qui a validé, légalisé l'esclavage. Ah, messieurs les chrétiens, vous avez des comptes à nous rendre. Les musulmans, c'est pareil. Parce que les Arabes, ils ont commencé des siècles avant, depuis le 8e siècle. Ils utilisent leur religion comme anesthésiant pour vous endormir et ensuite pour vous enchaîner, vous dominer, vous assujettir. Et vous continuez de boire le poison? Réveillez-vous, mes frères. C'est pas possible qu'on continue comme ça. Faites ce que vous voulez, hein. Mais c'est indigne. Et vous faites injure à vos ancêtres en vénérant les prophètes de leurs bourreaux. Ça, personne ne peut me démontrer le contraire. Si quelqu'un a des arguments, je l'attends ici. Je suis prêt à tout moment qu'il vienne m'expliquer la justesse, la pertinence de cette option-là, de vénérer les prophètes des bourreaux de nos ancêtres. Des siècles. Et c'était légal. Ah non, non, réveillons-nous, réveillons-nous. C'est pour ça que je milite pour la connaissance et la conscience plutôt que la croyance. La croyance nous fait du tort. 2 seuls pays se sont développés avec la croyance. L'Arabie Saoudite et le Vatican. Ça, c'est vrai. Il n'y a aucun autre pays. Et eux, ils exploitent la crédulité des couillons. Bon, réveillons-nous, réveillons-nous. Vive les FAMA, vive l'armée digne du Mali. Famille, regardez comment les terreaux se sont camouflés. Mais les FAMA ont neutralisé ces terreaux et frappé avec succès et les opérations se poursuivent. Regardez comment ils ont camouflé. On dirait des arbres. Mais non, les FAMA sont vigilants. L'armée malienne est vigilante. Et il a traité ces terreaux avec succès et les opérations se poursuivent. Regardez comment ils ont camouflé les véhicules. Mais personne n'est sorti. Ils sont restés dans les cachettes à vie pour l'éternel. Ils sont restés là-bas en même temps. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont créé leur propre tombeau. Ils ont camouflé les véhicules pour tromper la vigilance des FAMA. Mais ils étaient neutralisés et frappés avec précision. Frappés avec succès. De la manière ils se sont camouflés là. Ils sont restés dans leur camouflage pour toujours, à jamais. Non, les FAMA, je vous tire mon chapeau. Famille, partagez au maximum et dites en commentaire, vive Assimi Goïta, vive les FAMA, vive l'armée digne du Mali. On est ensemble. Ils sont restés dans leur cachette à vie. Personne n'est plus ressorti. Non, c'est fort. C'est fort. Partagez au maximum. Si tu veux savoir la vraie coopération entre 2 pays, tu dois regarder cette vidéo-là jusqu'à la fin. Et si tu as de l'AES même là, tu dois partager ça au maximum. Vous voyez les 3 images qui sont là, non? Le monsieur qui est là, lui là, dans son pays là, il y a les terreaux là-bas. Donc lui, il savait pas ce qu'il va faire. Il savait pas où tourner le dos. Il savait pas qui aller voir. Donc il est parti chez lui là. Vous lui dites, ah, dans mon pays là, il y a les terreaux là-bas. Est-ce que tu peux nous aider? Et le monsieur là, lui qui est ici là, le joli tonton, le tonton Claire là, le joli tonton Claire là, lui il a décidé de fournir des armes de pointe
au tonton qui est ici là. Et arrivé un moment, le tonton qui est ici là, il n'avait pas de quoi, il n'avait pas les ressources nécessaires pour pouvoir acheter les armes là directement. Donc le tonton qui est là, il a dit à tous ceux qui fabriquent des armes dans son pays là, de fournir des armes au tonton qui est là. Qu'après là, le monsieur va payer. C'est ça qu'on appelle la coopération entre deux pays. Le monsieur, c'est vrai, il est en train de traverser des difficultés. Maintenant, lui là, son côté humain, c'est vrai, c'est dans la politique, c'est dans la diplomatie. Lui, dans son pays là, c'est vrai, il y a des fabricants d'armes, mais ils vendent. Si tu n'as pas d'argent, on ne doit pas te donner des armes normalement. Mais le monsieur, son côté humain, a pris le dessus sur la politique, sur le commerce, sur le fait qu'il faut échanger forcément avec de l'argent. Il a dit clairement que livrer, après les gars là vont payer. Parce qu'il a vu ces gars, il a vu le monsieur qui est ici là en train de traverser des difficultés. La première des choses d'abord, c'est de lui venir en aide. C'est comme quelqu'un qui est blessé ou bien quelqu'un qui a fait un grave accident. Il va à l'hôpital. La première des choses d'abord, c'est de lui procurer des soins. Avant de chercher à savoir s'il peut payer ou pas. C'est la vie de l'être humain qui doit être mis au-dessus de tout. Même au-dessus de l'argent. Même au-dessus même des diplomaties. Même au-dessus même de la politique. Et c'est ce que le tonton Claire là, le joli tonton Claire qui est là, a fait. Et pour ça, celui-là, il lui est reconnaissant. Mais on vient d'abord. Maintenant, vous voyez le monsieur qui est là. Le monsieur, le tonton Claire qui est ici là. Lui là. Vous le voyez, non? Il était dans le pays de lui là. Parce qu'il disait qu'il était partenaire au pays de lui là. Mais pendant qu'il était dans le pays de lui là, eux, ils traversaient des difficultés. Les terreaux les fatiguaient. Mais jamais lui qui est là, lui qui est ici là, n'a donné même une seule aiguille à ceux-là pour pouvoir combattre les terreaux. Pourtant, lui qui est là, en Europe, là, dans sa zone, c'est le premier pays, c'est le seul pays même qui fabrique ses propres armes. Avions de chasse, avions de guerre, navires de guerre, sous-marins, missiles, fusils d'assaut, blindés. Il fabrique tout. Mais jamais il n'a osé vendre quelque chose à lui qui est là. Et lorsque même certains pays africains où il y a les terreaux demandent à acheter des armes, là, lui qui est là, voilà le comportement qu'il adopte. Regardez. De manière très simple, le Bénin veut acheter des équipements. Nous avons mis en contact, c'est pas l'armée française qui vend ces équipements. Et il n'y a pas une tradition de fonction d'achat d'équipements militaires dans les armées béninoises. Et c'est pas. Donc nos militaires se parlent, ils ont pu définir un cahier des charges, et après il y a une volonté que je salue, qui est de ne pas passer par des intermédiaires. Et donc, ça prend du temps parce que c'est un dialogue qui se fait du coup avec un État qui n'est pas structuré pour acheter, qui n'a pas la fonction que nous avons structuré par exemple en France avec une délégation générale à l'armement. Vous avez des équipes qui préparent des programmes, qui structurent la relation avec les industriels. Et donc c'est pourquoi nous avons acté, pour vous répondre très précisément, deux choses. La première, c'est qu'à court terme, nous allons livrer ces matériels et en quelque sorte on va, si je puis m'exprimer ainsi, le faire comme si on achetait pour nous. Et c'est ça que le monsieur qui est là appelle coopération. Entre nous, entre lui là et lui qui est là, qui fait la vraie coopération. C'est avec qui les pays africains qui traversent le terrorisme doivent avoir une réelle coopération. Parce que lui là, on sait où il est parti aujourd'hui et puis il a pu mettre hors d'état de nuit plusieurs terroristes sur son territoire. C'est avec ce monsieur là. Et il a été reconnaissant. Écoutez. De l'agriculture, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine des industries de défense, nous bénéficions beaucoup de l'accompagnement de la République de Turquie et surtout de l'accompagnement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui nous accompagne de façon permanente et deux fois nous nous inquiétons pour nos frères de l'industrie de l'armement, de l'industrie de défense, parce que souvent, c'est le président qui dit livrer, le paiement se fera par la suite. Et c'est ce qui a toujours été fait et nous en sommes reconnaissants. Excellence, je ne pourrais pas énumérer ici tout l'accompagnement dont nous avons bénéficié. Comment ne pas être reconnaissant vis-à-vis des actes de ce monsieur-là? Avec ça sur le plateau de télévision de lui qui est là. Les gens ont l'habitude de dire non, ceux-là, avec tout son gouin là, ils nous tournent le dos. Ils sont en train de voir ailleurs. Ce ne sont pas eux qui vous tournent le dos. C'est plutôt vous qui les avez tourné le dos il y a longtemps. Les gars traversaient des difficultés. Mais en tant que pays,
à lesquelles vous collaborez. C'est là on devait voir vraiment votre amitié ou bien votre aide vis-à-vis de ce pays. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes resté là en train d'assister les choses, en train de regarder sans rien faire. Aujourd'hui, ils sont tournés ailleurs. Qui va vouloir rester dans ce qui ne l'arrange pas pendant longtemps? Qui? En tout cas, tonton qui est là, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour ceux qui sont ici là. Parce que grâce à toi aujourd'hui, ils sont en train de contrôler les territoires. Et je pense que tu vas aller plus loin. Merci beaucoup. Merci de partager la vidéo. On est ensemble. Air France cherche des solutions pour reprendre ses vols dans les pays du Sahel, Mali, Burkina, Niger. Pourquoi Air France ne desservait plus le Mali, Burkina, Niger? Parce que le président actuel du Niger, c'est-à-dire Baba Kiani, le président du Niger, qui avait fait un coup d'État à Mohamed Bazoum et que la France n'était pas d'accord. Air France aussi avait pris une décision pour dire en fait que les pays du Sahel, c'était une zone à risque, c'est-à-dire une zone rouge. Et que c'est une zone à risque, il ne peut pas venir avec les avions là-bas. Et maintenant que, en pensant que peut-être que le président du Niger, en faisant ça, ils allaient mettre la pression pour qu'ils puissent intervenir pour enlever le président du Niger. Mais au final, ça n'a pas marché et que le président du Niger, Baba Kiani, est toujours au pouvoir. Donc, ils cherchent des voies et moyens pour reprendre les vols envers ces pays, le Mali, Burkina, Niger. Et maintenant, bon, la question que je vous pose, est-ce que les pays du Sahel doivent les laisser reprendre les vols ou pas? C'est la question que je vous pose. Parce que vous vous rappelez, le capitaine Ibrahim Traoré vous avez dit que ils sont venus les voir pour les dire qu'eux, ils voulaient reprendre les vols au Burkina Faso. Et le capitaine les a dit que si vous voulez reprendre les vols, faut que vous partez réécrire que les pays du Sahel, en fait, ce sont des pays qui ne sont plus dans les zones rouges. À partir du moment où vous écrivez qu'ils ne sont plus dans les zones rouges, vous pouvez reprendre les vols. Mais maintenant, moi je pose la question, est-ce qu'il faut-il laisser Air France reprendre les vols dans les pays du Sahel? C'est la question que je pose à tout le monde. Je vous donne des faits, ce qui s'est passé. Ce n'est pas les pays du Sahel qui les a dit partez, ne venez plus chez nous. C'est eux qui ont décidé de partir parce qu'il y avait un nouveau président qui était arrivé au Niger et qui n'arrangeait pas les affaires de la France. Il faut dire les choses qu'ils sont. Merci beaucoup, partagez la vidéo, commentez. Surtout, ils doivent reprendre ou ils ne doivent pas reprendre? Merci. Africains, revenons. Cet agent de la DGSE a été condamné à 20 ans de prison au Mali et je vois beaucoup de posts sur les réseaux sociaux où les Africains sont contents de la condamnation, de la peine. 20 ans, vous êtes contents. Depuis 2011, le Mali, tout le Sahel est dans la merde et ce monsieur prend 20 ans, vous êtes contents. L'origine du Sahel, de ce qui se passe au Sahel, vient d'où? De la Libye. Quels sont ceux qui ont déstabilisé la Libye? C'est la DGSE. Et ce monsieur, on le condamne à 20 ans, ça vous convient. On va regarder la vidéo de ceux qui ont manipulé les hauts cadres libyens pour pouvoir attaquer la Libye. Regardons la vidéo. Un agent secret sort de l'ombre et pas n'importe lequel. Jean-François L'Huillier, ex-espion numéro 1 des services français en Libye. Il était en poste pour la DGSE à Tripoli lors du printemps arabe, précédant la chute du colonel Kadhafi. Sa mission ultra secrète est alors très claire. C'est une mission que l'Élysée a donnée à la DGSE, faire défection à des personnalités libyennes qu'on pourrait retourner contre Kadhafi. La France, qui a pourtant reçu auparavant en grande pompe le dictateur libyen, veut désormais sa chute. Dans ce contexte, notre espion, l'homme de Tripoli, s'est fixé un objectif, fragiliser Kadhafi, en obtenant par exemple la fuite de son ministre des Affaires étrangères. Vous poussez les gens à trahir leur pays, en fin de compte. Pas seulement leur pays, mais aussi leurs convictions. Moussa Koussa fera bel et bien défection et trouvera asile en Angleterre. Entre-temps, l'intervention militaire emmenée par la France et la Grande-Bretagne a porté un coup fatal aux troupes de Kadhafi. Les rebelles galvanisés sont aux portes du pouvoir. Jean-François L'Huillier avait aussi pour mission de les approcher et surtout de les aider. Eux nous désignaient, voilà, à tel endroit, il y a telle unité de Kadhafi qui est implantée, qui nous envoie des missiles régulièrement sur nos villages, faites quelque chose pour nous. Donc moi je renvoie ça à Paris et qui envoie ou pas les avions de l'OTAN. Après ça m'échappe, hein, évidemment. J'appuie pas sur un bouton et que les avions arrivent, c'est dans les films, malheureusement. Ce qui n'est pas un film non plus, ce sont ces images des derniers instants de Kadhafi. Il tentait de fuir en convoi, il est lynché et assassiné. Jean-François L'Huillier dément la rumeur selon laquelle il aurait été tué par un espion. Donc,
on vient de regarder ce qu'ils ont fait en Libye. Et de la Libye, les conséquences sont descendues sur le Sahel. Et depuis, les Maliens, les Burkinabés et les Nigérians sont en train de mourir depuis 2011. Et 20 ans seulement, ça vous convient. Moi, à la place des Maliens, il serait en prison. Tant que le problème persiste au Mali, ce monsieur restera en prison. Ça, c'est mon point de vue. À bon entendeur, salut. Quand c'est bon, les nouvelles du front, à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, les éléments d'Alassane Dramane Ouattara sont quittés en Côte d'Ivoire pour rentrer au Burkina Faso pour faire des attaques. Ah mais ils ont lu l'heure. Suivons les bonnes nouvelles du front de ce 7 juin 2026. Et je reviens. Suite à l'attaque de Folonzo, les hommes de la force ATEC en Royal se sont projetés dans la zone de la frontière pour une reconnaissance. Après un bref contact, l'ennemi s'est replié en territoire ivoirien sous les yeux des drones d'observation de nos forces. Le même jour, une unité de la force ATEC a mené une reconnaissance dans la zone de Faramana en neutralisant quelques criminels. Regardez ce que les autorités ivoiriennes font avec le Burkina Faso. Regardez très bien. Quand les terroristes quittent en Côte d'Ivoire pour rentrer au Burkina Faso, quand nos forces de défense et de sécurité en train de les mater là, ils coupent pour rentrer en Côte d'Ivoire. Ah mais dès qu'ils mettent pied en Côte d'Ivoire, dès qu'ils traversent la frontière, ils sont chez eux là-bas. Ils sont chez eux, ils sont protégés, ils sont logés, ils sont nourris, ils sont ravitaillés. Ils sont tranquilles chez eux en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on appelle bon voisinage là. Ça là, c'est ça qu'on appelle bon voisinage là. Ça là, le Ghana ne fait pas ça avec nous. Le Togo ne fait pas ça avec nous. Le Bénin là, il ne fait pas ça avec nous. La Côte d'Ivoire, quand Toro, hein, quand nos forces de défense et de sécurité veulent chicoter les terroristes, quand ils rentrent au Ghana là, les autorités ghanéennes là, ils les frappent ou bien ils nous permettent de rentrer sur les territoires pour les frapper. C'est la même chose comme les autres pays. Ah, mais en Côte d'Ivoire, dès que les éléments de l'Alassane Dramane Ouattara quittent, dès qu'ils envoient les éléments pour rentrer faire des dégâts au niveau du Burkina Faso, quand on les découvert, on est en train de les chicoter et ils courent pour rentrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est chez eux. Voilà, ils sont nourris là-bas, ils sont protégés. L'Allemagne vient aider le Bénin à lutter contre le terrorisme. C'est un peu comme si je vous disais qu'un oiseau vient aider un poisson à ne pas se noyer. Asseyez-vous bien, j'ai du béret. Kovi, balance-nous le son. Georgia, 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 ma chère Georgia. Je commence par vous dire de regarder cette vidéo. Je suis colonel Boris Boverkamp, attaché de défense d'Allemagne. Je suis actuellement au Bénin. L'Allemagne soutient le Bénin dans la lutte contre le terrorisme. Je suis absolument convaincu que le Bénin va remporter le combat. Astaghfirullah. Bon, ceux qui n'ont pas encore compris, asseyez-vous bien. Nous parlons ici de l'Allemagne, le pays le plus touché par la guerre russo-ukrainienne. Pourquoi? Parce que l'Allemagne achetait du gaz pour nourrir son économie. L'Allemagne achetait du gaz auprès de la Russie, moins cher bien sûr. Et depuis que la guerre russo-ukrainienne a commencé, l'Allemagne est obligée d'acheter maintenant ce gaz auprès des USA, ce qui lui coûte bien plus cher. 1,5 fois, c'est-à-dire quoi? Ce qu'il achetait à 10 000 avant, maintenant il achète à 15 000. Ça fait que son économie a chuté beaucoup plus que la France, l'Italie et tous les pays d'Europe. Alors, l'Allemagne doit entrer dans cette guerre. Le problème est qu'il n'a pas d'armée pour affronter la Russie. Ça, c'est la base. Ça, c'est la raison numéro 1 pour laquelle je suis choqué. La deuxième raison est ceci. L'Allemagne, c'est le 4e pays le plus gros vendeur d'armes au monde. Bim, bim. Eux, ils veulent vendre ça. Ils en ont beaucoup. Ils en produisent beaucoup. Voilà. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'accord de vente d'armes. L'autre comme ça. Entre le Bénin et l'Allemagne. Ce qui voudra dire qu'ils sont là pour vendre des armes, mais pas au Bénin. Ou du moins, c'est ce que je pense. Troisième raison. Du fait que le pays doit faire la guerre à la Russie, ne peut pas lui faire face directement, donc doit passer par
l'Ukraine, d'accord, doit passer par l'Ukraine. Et ils se sont dit que d'ici 2029, ils vont le faire. Ça, c'est ce qu'ils nous ont balancé au visage. Le problème, c'est qu'il faut se positionner. Et la cible numéro 1, c'est l'Afrique. Ça, eux-mêmes l'ont dit. Ils cherchent à proliférer leur guerre froide. Et on connaît l'Allemagne. Ça, c'est la 4e raison. On sait donc que l'Allemagne n'est pas là pour aider le Bénin, mais pour aider son économie. C'est de ça il s'agit. Et c'est nous, nos militaires, qu'on veut sacrifier. Il s'agit ici donc de passer par une zone stratégique. Donc la position géographique du Bénin intéresse ici. Pour lutter contre la Russie. Vous voyez un peu. En Afrique. Donc le Bénin est intéressant parce que le Bénin fait frontière avec 2 pays de l'AES sur 3. Et les 3 pays de l'AES justement ont un seul problème. Ils ont signé des accords avec la Russie. Alors que nous autres, nous avons des pays où nos armées fuient devant les terreaux. Allez voir la dernière attaque en mars là. Vous allez mieux comprendre. Notre armée au Bénin a fui devant les terreaux. Les vidéos sont sur Telegram. C'est de ça il s'agit. Ce qui voudra dire que pour que nous protégions nos militaires, nous avons besoin plutôt de glisser du côté du pacte de Varsovie et pas du pacte otanien. Le pacte otanien nous empêche d'acheter des armes. C'est eux qui ont remis des bois dans les mains de l'armée du Mali pour faire boum boum avec la bouche à l'entraînement. C'est de ça il s'agit. Résultat, ils ont fait 26 000 morts en payant 1,3 milliard de francs CFA par jour à la France. L'opération Barkhane qui était là, c'était 2 millions d'euros par jour. 2 millions d'euros par jour. Ça, c'est combien de milliards en francs CFA? 2 milliards 1,3 milliard de francs CFA par jour. Ce qui redresse leur économie justement. Donc dès qu'ils ont un problème, bim, allons sacrifier les Africains. C'est de ça il s'agit. Maintenant, la dernière raison est ceci. L'Allemagne connaît quoi en guerre? L'Allemagne n'a jamais gagné une guerre dans sa vie. Et depuis 1945, où son armée a échoué lamentablement, nous avons vu l'Allemagne ici essuyer les faits, être comme le coursier d'accord de l'OTAN. L'Allemagne a fait quelle guerre? Rien. Son armée ne connaît rien. Plus encore, son armée n'a jamais gagné une guerre. Ou plus encore, c'est l'Allemagne qui appelle l'Amérique pour venir assurer sa propre défense sur sa propre terre. Base militaire américaine est là-bas. Je vais encore plus loin. L'Allemagne ici était allée en Afghanistan. C'était la honte totale. Les Afghans les ont traînés au sol. On a vu ici dans la guerre. L'Allemagne est nulle en matière de défense. Et ici encore, on ne parle pas d'une simple défense frontale. On parle d'une guerre asymétrique. L'Allemagne qui vient nous défendre, nous. C'est pas mieux d'appeler Djibouti ou bien Rwanda. Je sais pas, ou même Togo. God have mercy upon us. Dites-moi ce que vous pensez de ceci dans les commentaires. Moi, c'est Georgia. Peace out. Voilà famille, merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour votre temps passé du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et puis liker la vidéo. Activez la cloche de notification pour les prochaines informations car ici sur votre chaîne Africa Info TV, il y aura plein d'informations à venir. Vous serez informés de tout et de rien. Donc restez connectés et restez branchés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.